Bonjour à vous tous, je suis Dr Borbzal Alia, spécialiste en zoologie agricole et forestière et maître assistante classe B au sein du centre universitaire Nord Béchir d'El Bayed. Je vais vous accompagner à travers cette vidéo éducative sur le cours Faune des sols, destiné aux étudiants de la première année master, spécialité écologie végétale et environnement. Ce cours intitulé Faune des sols vous permet de familiariser avec les différents organismes qui hébergent les sols en mettant l'accent sur le rôle de ces derniers et les actions sur les différentes propriétés physico-chimiques et biologiques des écosystèmes. Ce cours est divisé en deux chapitres. Le premier chapitre traite la faune de sol dans son contexte écologique. Et dans cette partie-là, nous allons voir ensemble qu'est-ce que c'est un sol, les différentes étapes de la formation d'un sol et les différents composants de ce dernier. Le deuxième chapitre traite la faune de sol et la phytogenèse. Et dans cette partie-là, nous allons voir plusieurs points, notamment la classification de la phytofaune, les interactions de milieu avec les êtres vivants, les rôles et les fonctions ainsi que les actions de la phytofaune dans le sol. Commençons par la définition d'un sol. Le sol est défini comme étant la couche la plus externe marquée par les êtres vivants de la croûte terrestre. Il est à la fois un superorganisme et un écosystème des plus complexes. Il est un superorganisme car il naît, il se développe, il respire, il digère, il assimile et il accumule des réserves. Et enfin, il meurt et disparaît si les conditions ne lui sont plus favorables. Et par son mode de fonctionnement, il est défini aussi comme étant un écosystème. En liaison avec l'atmosphère, l'hydrosphère et la lithosphère, le sol constitue un carrefour multifonctionnel. Il est un support pour les êtres vivants, il est l'habitat à une biodiversité très élevée, il est aussi un réservoir et lieu de transformation des matières organiques et minérales, et il est aussi un régulateur des échanges et des fluides sur la planète. Autrement dit, le sol constitue l'un des écosystèmes les plus complexes de la nature et l'un des habitats les plus diversifiés sur Terre. Il abrite des milliers d'organismes différents qui interagissent et contribuent aux cycles globaux qui rendent la vie possible sur Terre. Par exemple, dans cette mode de terre que vous voyez devant vous, on trouve plus d'1 milliard d'individus, représentés par plusieurs organismes tels que les insectes, les protozoaires, les bactéries, les champignons et bien d'autres organismes. Passons maintenant aux étapes de formation d'un sol. La première étape, un sol naît à partir d'une roche-mère qui sera peu à peu dégradée par les éléments climatiques, mais aussi par des espèces dites poignières, telles que les bactéries, les lichens, les mousses ou les champignons. L'action de l'eau est aussi responsable d'un phénomène nommé lessivage, au cours duquel les éléments chimiques solubles sont infusés plus profondément. C'est à ce stade qu'argile, calcite et le quartz se séparent. À leur tour, ces derniers s'altèrent sous l'effet des infiltrations d'eau de pluie. Leur transformation chimique ou leur recombinaison contribue à donner de nouveaux minéraux venant à leur tour enrichir le sol. En deuxième étape, les plantes premières se renouvellent et meurent en laissant des composés organiques pendant que la fragmentation minérale se prolonge. À ce stade, une fine litière est déjà présente, qui devient un habitat naturel pour permettre l'établissement dans un premier temps d'une microflore, composée par exemple des champignons et des bactéries, suivie d'une microfaune composée des acariens et des colombres ainsi que des nématodes, puis d'une macrofaune qui sera composée d'une large gamme d'organismes tels que les vers de terre et les insectes.
Une fois en place, les acteurs de la décomposition organique des sols contribuent à la formation des couches humiques où s'imbriquent étroitement les composants organiques et minéraux. Ces couches devenant plus épaisses, une nouvelle forme de végétation va pouvoir s'enraciner et à ce stade qu'apparaissent les végétaux feuilleux qui vont accélérer la production de masse organique en disséminant leur feuillage sur le sol. Durant tous ces cycles, les activités décrites à chacune des étapes précédentes se poursuivent simultanément, en contribuant à une potentialisation de l'ensemble des processus qui permettront d'obtenir à terme un sol fertile et profond. Il est à noter que toutes ces étapes qui se déroulent sur durée très longue sont relativement lentes à notre échelle temporelle. Partant de la roche-mère, on considère un ordre de grandeur de 1000 ans pour constituer les 2 premiers centimètres d'un sol. Passons maintenant au troisième point qui est la composition d'un sol. Le sol donc est constitué de 3 fractions. La première est la fraction solide, composée de matière minérale et de matière organique. Cette fraction est insoluble dans l'eau. La deuxième fraction, c'est la fraction fluide, solution qui contient la solution d'un sol contenant les éléments minéraux sous forme d'ions ou des molécules. Et la troisième fraction, c'est la fraction gazeuse, appelée aussi atmosphère de sol, la porosité d'un sol ou l'aération de sol. Quand on parle des constituants minéraux, on parle de la fraction minérale qui représente l'ensemble des produits de l'altération physico-chimique de la roche-mère. Elle est composée d'une fraction grossière et d'une fraction fine. Et quand on parle des constituants fluides et gazeux, on parle de la structure pseudo-tissulaire qui possède le sol, avec le réseau qui est plus ou moins relayé de canaux et des pores. Donc un sol équilibré à 25% de son volume occupé par des cavités remplies d'eau et d'air. Et dernièrement, quand on parle des constituants organiques, il faut qu'on parle de la matière organique de sol, qui peut être définie comme une matière carbonée provenant de la décomposition ou du métabolisme des êtres vivants, végétaux, animaux et microbiens. Elle se répartit en 4 groupes. Le premier groupe constitue la matière organique vivante, animale, végétale et microbienne, qui englobe la totalité de la biomasse en activité. Le deuxième groupe représente les débris d'origine végétale, tels que les résidus végétaux ou la litière, et les débris d'origine animale, tels que les cadavres, ainsi que les débris d'origine microbienne, tels que les parois cellulaires ou les exudats. Ces débris, on les appelait matière organique fraîche. Le troisième groupe représente des composés organiques intermédiaires ou encore de décomposition, appelés matière organique transitoire. Et le quatrième groupe représente des composés organiques stabilisés, c'est la matière humique ou l'humus provenant de l'évolution des matières précédentes.